Voilà, s'il vous plaît, on va commencer. Hein, donc on a vraiment la grande chance et le grand plaisir d'accueillir Gaëlle Josse. Bonjour. Voilà. Vous avez lu Le Dernier Gardien d'Ellis Island. D'autres ont lu Le Désaccordé, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Enfin, une élève désaccordée, donc on fera allusion peut-être. Voilà, donc allons. Allons. Donc bonjour, je suis très contente d'avoir l'occasion de vous rencontrer. Alors j'ai bien compris que vous êtes 2 classes et demie. Oh, ça marche mieux comme ça. Vous êtes 2 classes et demie. Vous êtes des premières. Des premières quoi? ES et S. Bon, très bien. Alors, moi je suis à votre disposition pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Hein. Je ne suis pas venue vous raconter une belle histoire et vous dire ma vie, mon œuvre, mais simplement essayer de répondre à votre curiosité envers peut-être le livre sur lequel vous avez travaillé, ou plus largement ce qu'est l'écriture, le travail d'écrivain, comment ça se passe pour faire un livre, quelquefois des questions par rapport à l'édition. Voilà, donc je vous laisse ouvrir le feu ou le bal. Il en faut toujours un qui commence. Oui. Mademoiselle. D'abord, merci parce que je trouvais que c'était un très beau livre, Le Dernier Gardien d'Ellis Island. Et je voulais savoir, on a eu un peu un débat par rapport... Ça démarre fort, apparemment. Par rapport à ce qui se passe entre le personnage de John Mitchell et Nella. Ouais. Donc on a eu un débat autour du fait est-ce que c'était un viol, est-ce que c'était plutôt un compromis pour les deux, et du coup on voulait savoir ce que vous aviez voulu faire passer. D'accord. Bon, je vois qu'on attaque tout de suite dans le dur du sujet. Si tu veux, c'est vrai que c'est une scène qui est un petit peu une scène pivot dans le livre, hein, et que c'est une scène qui est ambiguë, qui l'a été pour vous, et quand j'y ai pensé, quand je l'ai écrite, qui aussi était ambiguë pour moi. Parce que c'est une scène en fait, qui met en face à face deux fragilités. Quelqu'un qui à un moment dérape, voilà, qui va un peu perdre son contrôle, on va dire, et se livrer finalement à un acte d'une manière qu'il n'avait absolument pas envisagé comme ça, qui pour moi n'est pas fondamentalement un salaud, mais qui va faire quelque chose qui est quand même pas complètement dans le consentement de la jeune femme. Mais de l'autre côté, il y a aussi une autre ambiguïté, c'est cette jeune femme qui est dans toute la fragilité d'une immigrante qui arrive, qui ne parle pas la langue, qui arrive dans un lieu où elle ne comprend pas très bien ce qu'on lui veut, ce qu'elle doit dire, ce qu'il faut faire. Elle se rend compte qu'elle va être séparée de son frère, c'était des choses qui arrivaient, des fratries séparées, des familles détruites, et qui se dit que peut-être elle a trouvé là quelqu'un qui lui tend la main et que c'est aussi quelqu'un qui va l'aider si elle... voilà. Et donc de son côté, je pense qu'elle n'est pas tellement en mesure de refuser, qu'elle est un petit peu contrainte par la faiblesse, par la fragilité de sa situation. Voilà. Donc il y a une espèce de, je dirais, un peu de consentement forcé et aussi de compromis. Ce qui fait pour moi un petit peu l'ambiguïté de la scène. Puis après, le livre il est là, mais le lecteur, vous y trouvez ce que vous voulez aussi y trouver.
il y a toujours une marge d'interprétation dans un livre. Enfin, moi, j'aime bien qu'il y en ait une. J'aime bien qu'on me laisse un petit peu de place pour réfléchir un petit peu, me laisser un peu porter par mon imagination à côté, et pas qu'on m'explique, qu'on me borde tout. Comment vous avez fait pour obtenir autant d'informations sur Ellis Island? Vous avez reçu des témoignages, vous y êtes allé ou... Alors, en fait, le livre est né, ce qui l'a déclenché, c'est vraiment la visite que j'ai fait là-bas, parce que c'est un lieu qui est vraiment bouleversant. Si un jour, quand vous serez grand, peut-être que vous déjà allé, vous avez l'occasion d'aller à New York, franchement, prenez le bateau et allez-y. C'est un lieu très particulier, très étonnant et très émouvant. Donc, moi, j'ai été complètement retournée, vraiment par cette visite, où on sent dans les murs, il y a énormément de témoignages, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de photos, il y a tous ces lieux qui sont encore intacts. Et on sent vraiment ce qui s'est passé. On sent qu'il y a des choses vraiment très fortes qui sont encore dans les murs. Donc c'est vraiment cette émotion qui a été la mienne qui a, quelques semaines après, fait surgir ce personnage, alors que je ne pensais absolument pas à écrire là-dessus. J'étais vraiment venue en touriste de base. Et après, ben oui, je ne suis pas historienne, je ne suis pas spécialiste de l'immigration américaine 19e, 20e siècle. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des recherches. Alors il se trouve que c'est un sujet sur lequel on trouve énormément de choses. Je dirais même qu'on en trouve beaucoup trop, presque. D'abord, il y a un site internet, ellisisland.org, je crois, que vous allez peut-être consulter, qui est extrêmement fourni, où on trouve des milliers d'informations sur le nom de tel bateau, le nom de telle personne qui est passée, les dates, les photos, les témoignages. C'est extrêmement développé. On trouve des sites internet quasiment dans toutes les langues. Je suis allée sur des sites italiens, sur des sites suédois, norvégiens, allemands. Il y a tout un travail de mémoire qui est fait autour de ça. Donc on trouve beaucoup de choses. On trouve aussi beaucoup de choses dans la littérature, parce que pour les Américains, Ellis Island, bon, ils n'ont pas les pyramides, ils n'ont pas le Parthénon, ils n'ont pas Versailles, mais ils ont Ellis Island, qui pour eux est un lieu fondateur de leur histoire, puisqu'il y a quand même 12 millions de personnes qui y sont passées, et ces 12 millions de personnes, ben, c'est eux qui ont finalement construit l'Amérique, en venant de toutes parts. Donc c'est vraiment un pilier de leur histoire. Et je dirais que presque chaque Américain, beaucoup, la plupart d'entre eux, ont des ancêtres, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des oncles et tout, qui sont arrivés par là. Donc c'est très ancré dans leur histoire. Donc toute la littérature, forcément, elle reflète ça. Donc vous en avez chez Dos Passos, vous en avez vous avez énormément d'allusions à ce lieu. Et puis il y a le cinéma. Depuis il y a 15 ans, America, vous avez La Porte d'Or, The Golden Door, vous avez même plus récemment le film avec un film qui a été fait avec Marion Cotillard, The Immigrant. Enfin, voilà, il y a toute... c'est aussi un sujet qui a énormément inspiré le cinéma. Et puis vous avez aussi beaucoup de photos et d'images d'archives. Si vous allez sur YouTube, tout simplement, vous allez trouver énormément de films d'époque qui, déjà dans les années 20, filmaient les arrivées des bateaux, les arrivées des immigrants. Donc il y a déjà beaucoup d'images avec les vrais gens. Voilà. Et puis énormément de photos, énormément de portraits. Donc le risque, pour moi, à un moment, c'était d'être un peu débordé. Voilà. On rentre un petit peu par la petite porte, il y a une émotion, il y a quelque chose qui se met en route, puis on se dit, bon, bah, maintenant, il faut que j'en sache plus pour avancer. Et le plus, c'est une montagne d'informations. Alors évidemment, j'ai beaucoup cherché, par curiosité déjà, parce que j'avais envie d'en savoir plus, de connaître. Puis après, il faut quand même nourrir ce qu'on va écrire. Il ne suffit pas d'avoir une intuition, une envie, des personnages qui
qui se dessinent, il faut quand même leur donner un ancrage, des bases un petit peu solides, non pas pour faire un roman historique, ce qui n'est pas du tout mon propos, mais pour faire quelque chose qui se tienne. Voilà. Quelque chose qui soit quand même à peu près solide. Donc au bout d'un moment, on risque d'être noyé dans les recherches, et c'est là qu'il y a tout un travail mental qui est assez intéressant d'ailleurs, qui s'effectue. C'est que voilà, on se nourrit, on absorbe, puis à un moment, il faut oublier beaucoup de choses. Et on s'aperçoit que ce qu'on va retenir, c'est finalement ce qui va nous permettre de nourrir, d'accrocher l'histoire qu'on est en train d'écrire. Voilà. Sinon, on risque de faire un livre documentaire, un livre historique. Voilà. Mais c'est vrai que la question, dans ce cas-là, quand on choisit d'adosser une fiction, un roman, à une époque, une page d'histoire qui n'est pas la nôtre, qui demande un petit peu d'installer un petit peu la toile de fond, c'est toujours le risque qu'on court. Voilà. Oui, mademoiselle, il y a des filles qui posent des questions ici. Vous avez fait passer des sentiments très forts dans le livre sur Ellis Island. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de tous ces migrants qui traversent la Méditerranée chaque jour pour aller à Lampedusa? Là aussi, on rentre dans le vif du sujet. Alors, il s'est passé, pendant que j'étais en cours d'écriture, bon, déjà, cette question des migrants, cette émotion que j'ai eue à Ellis Island, je pense qu'elle était... Bon, il y a eu des départs dans ma famille, des choses comme ça, et je pense aussi qu'elle a été très, très nourrie par l'actualité, et que quand on arrive là-bas, ce qu'on prend en pleine tête, et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est quand vous arrivez, vous avez un hall qui est grand comme peut-être 2 fois cette salle, et juste en face de vous, devant la porte, vous avez des empilements de bagages. Vous avez des valises, des malles, des paniers, des coussins, des tapis, des tas de choses, des valises, des sacs. C'est très impressionnant. Et quand je me suis trouvée face à ça, je me suis complètement effondrée, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça l'exil, c'est ça le départ. C'est pas uniquement des titres et des chiffres pour les journaux, c'est vraiment des vrais gens qui un jour sont partis de chez eux et il y avait toute leur vie, toute leur histoire dans cette valise, dans cette malle, etc. Et ils ne savaient pas ce qui les attendait en arrivant, mais ils savaient que derrière eux, c'était plus possible. C'était soit la misère, soit les persécutions religieuses ou politiques à l'époque. Et j'étais en cours d'écriture, quand s'est produit le drame de Lampedusa. Il y a eu, je crois, plus de 600 personnes qui ont été retrouvées noyées sur la plage de Lampedusa. Et là, c'était très perturbant, très troublant, outre le fait, bien sûr, qu'on était tous bouleversés par ça, puisque c'était la première fois, je crois, qu'on prenait aussi en plein visage la mesure du problème. Et sur mon bureau, c'était vraiment étrange, j'avais d'un côté les journaux, les magazines, avec les photos en couleur, et puis j'avais imprimé des photos d'archives, des photos que j'avais faites là-bas et tout, des photos en noir et blanc. Et je m'apercevais que d'un côté et l'autre, on voyait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on voyait des grappes humaines sur des bateaux, et on voyait des files de gens qui attendaient, avec des bagages, et des enfants dans les bras. Et je me suis dit, tout a changé. Les destinations géographiques ont changé, les conditions d'accueil ou de non-accueil ont changé, les vêtements, les modes de vie, les modes d'information, les circuits géographiques, les questions religieuses, les questions politiques, tout ça a changé, mais au fond, rien n'a changé. C'est toujours des gens qui partent sur des bateaux avec rien derrière eux et ils ne savent pas quoi devant. Et j'ai trouvé ça d'une extrême violence de voir que l'histoire donne quand même l'impression de se répéter. Et ce que j'ai également trouvé,
peu réfléchi à la question, c'est que quoi qu'on pense de ces personnes qui traversent les océans en arrivant avec rien, juste un sac à dos et les vêtements qu'ils ont sur le dos, qu'on soit prêt à les accueillir ou non, qu'on puisse leur donner du travail ou non, que leur arrivée soit plus ou moins bien accueillie, ressentie, c'est toujours des gens qui ne voyagent pas pour le plaisir. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'est quand même des gens qui sont poussés par l'impossibilité de continuer à vivre chez eux. Alors quelquefois on se dit, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de fuir? Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'éviter les problèmes chez eux en pensant qu'ils vont mieux vivre sur notre dos, dans notre société? On peut penser ce qu'on veut, mais les gens qui viennent en étant aussi démunis, avec aussi peu de certitude sur leur avenir, je pense qu'à la base, il y a quand même une immense détresse et qu'il faut quand même prendre ça en considération. Mademoiselle. Du coup, en tant qu'auteur, est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Est-ce que vous avez par exemple des horaires à laquelle vous écrivez ou un lieu particulier où vous aimez écrire? Alors, est-ce que j'ai des rituels, des lieux, des horaires d'écriture écoute, tu vois, j'ai pas un rythme de vie qui me permet de me dire tous les matins, je me réveille à telle heure, je descends dans mon jardin, je coupe une rose, je la mets dans un vase et je m'assieds dans ma table de travail en me demandant qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui. Pour moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'ai pas de rituel particulier. Parce que pour moi, l'écriture, c'est pas je m'assieds et je me dis bon bah maintenant il faut y aller, il faut bosser, il faut sortir quelque chose. Pour moi, l'écriture, c'est d'abord tout un travail invisible, silencieux, mental. C'est-à-dire que les choses se construisent beaucoup dans la tête. Alors la tête, c'est n'importe quand, c'est dans le train, c'est dans le métro, c'est sous la douche, c'est pendant qu'on étend une machine de linge, c'est pendant qu'on vide de la vaisselle, c'est voilà. C'est un travail mental, souvent inconscient, où l'histoire, le film intérieur se construit, se développe, voilà. Et la phase d'écriture, après, pour moi, c'est un peu l'aboutissement de ça. Donc quand j'écris, c'est vraiment que j'ai quelque chose à écrire. Et à ce moment-là, tout dépend là où je me trouve. J'ai toujours un cahier avec moi où je note différentes choses. Quelquefois, ça peut être à l'ordinateur, mais j'ai pas d'habitude particulière. D'autre part, j'ai un travail, même à temps partiel, parce que les livres me prennent quand même beaucoup de temps. J'ai une vie de famille. Donc, voilà, je ne suis pas du tout dans le rituel, l'horaire d'écriture. C'est plutôt prendre les choses quand elles sont là. Et quand elles sont là, il faut vraiment les prendre, parce que sinon ça passe. Oui. Et est-ce que ça a été difficile d'incarner le personnage de John Mitchell, d'écrire à la place d'un homme en tant que femme et de mettre tous ses ressentis, ses sentiments? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent parce que dans plusieurs de mes livres, par exemple dans Nos vies désaccordées, dans Le dernier gardien, dans celui qui est sorti l'an dernier, L'ombre de nos nuits, il y a aussi Deux voix d'hommes. Voilà, si c'est difficile en étant une femme de faire parler un homme. Très sincèrement, c'est pas ce que moi je trouvais le plus difficile en écrivant. Parce qu'à un moment, on rentre dans la voix du personnage, on rentre dans sa tête, on pense un petit peu comme lui, on se met un peu à sa place. Et voilà, et tout ce travail mental, tout ce film, il se met en route à partir de lui. Et j'ai pas eu l'impression que c'était ça, pour moi, le plus difficile dans l'écriture. Après, c'est au lecteur de juger. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient pas la route? Est-ce que le personnage est crédible? Est-ce qu'il n'est pas crédible? Mais j'ai pas trouvé que homme ou femme, une fois qu'on est dans le personnage, que ça fasse une grande différence.
tragique pour le dernier gardien de Ellis Island. Alors, j'ai choisi une fin tragique parce que pour moi, dès le début, il ne pouvait pas en être autrement. Pour moi, c'était un personnage tragique, un personnage, je dirais pourtant du quotidien, quelqu'un de simple, pas forcément destiné à une grande aventure historique, mais qui va se trouver dans un contexte qui le dépasse un peu. Et pour moi, il était un personnage perdu, un personnage tragique. Et l'histoire, moi je la vois un peu comme une histoire d'enfermement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est enfermé dans son île, sur cette île, dont il ne pense même pas à sortir, qui est aussi enfermé dans son histoire, dans son passé, dans ses pensées, et que tout ça, ça ne peut pas sortir de l'île. Voilà. Qu'en fait, l'île est un petit peu le lieu, c'est un petit peu un huis clos, dont finalement il est trop prisonnier pour qu'il puisse s'en libérer. Et que dès le début, voilà, pour moi c'était un personnage tragique dont l'histoire commençait et finissait là. Manuel. On dit souvent qu'un écrivain fait passer quelques traits de ses caractères, par exemple, parfois dans un de ses personnages ou qui laisse transparaître sa personnalité dans un de ses personnages. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, alors tu poses une bonne question, parce que c'est peut-être un peu la grande question de la littérature. C'est est-ce qu'on raconte des histoires pour raconter des histoires, ou est-ce qu'on raconte des histoires à partir de ce qu'on est, de son histoire, de son vécu, de tout ce qui nous est arrivé, de ce qui nous questionne? Alors, pour moi, la réponse, c'est l'option numéro 2, même si je ne le fais pas de manière frontale. Voilà. Tu as les écrivains qui écrivent en ce qu'on appelle, vous en avez sûrement entendu parler, ce qu'on appelle un peu l'autofiction, c'est-à-dire, moi, Gaëlle Josse, je raconte ce qui m'est arrivé tel jour, ce qu'il y a dans ma vie, etc. Et je le raconte de manière complètement frontale. Ou bien, je choisis de nourrir la fiction avec, forcément, ce que je suis, parce que j'ai pas grand-chose d'autre sous la main, mais j'essaie de faire que, voilà, que ma vie nourrisse une histoire, nourrisse des personnages, et que finalement le livre soit plus grand qu'uniquement ma vie. Donc il y a en effet plein de choses qui me sont personnelles, mais qui vont se trouver filtrées, décantées, interprétées, vécues par les personnages. À quel âge avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce qui vous a donné envie de... Vaste question. En fait, je suis arrivée à l'écriture assez tard. À l'écriture, ce que j'appelle écriture finalisée, c'est-à-dire qui va se traduire par l'édition d'un livre, etc. J'y suis arrivée assez tard, autour de la quarantaine. Donc, en effet, ce n'est pas une précocité extrême, tous les espoirs vous sont permis. Cela dit, j'ai toujours aimé, adoré la lecture et l'écriture. Bon, il y a toujours les essais, les carnets, les petites choses qu'on note comme ça, mais sans penser à en faire quelque chose, sans avoir un projet d'écriture derrière. Et puis il y a plein d'années où j'ai même pas écrit seul le livre parce que c'était pas dans ma vie, je me contentais de lire. Et c'est vrai qu'autour de la quarantaine, j'ai commencé à écrire, peut-être parce que j'étais un petit peu plus disponible sur le plan familial, sur le plan professionnel, je pouvais voir que je respirais un petit peu plus. Il y a aussi des choses qui se sont présentées, peut-être pas des choses que j'aurais écrites à votre âge, ou à 25 ans, ou à 30 ans, je ne sais pas. Peut-être aussi qu'il y a un moment où on s'autorise à écrire et à montrer des choses, ce qui n'est pas forcément évident. Si parmi vous, il y en a qui écrivent un peu, peut-être est-ce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas forcément évident de le faire lire, de le confronter aux autres.
Et voilà, donc ça a commencé vers cet âge-là. Et puis j'ai eu la chance que mon premier roman, Les Heures Silencieuses, un tout petit livre, je l'avais gardé pendant 2 ans dans mon ordinateur, parce que je ne savais vraiment pas quoi en faire. Puis au bout d'un moment, je me suis dit quand même, faudrait voir, voilà. Et je l'ai envoyé à 5 ou 6 éditeurs que j'aimais bien. Et j'ai eu la chance qu'il y en ait un qui réagisse très très vite dans les jours qui ont suivi, qui a eu envie de le faire, qui l'a fait, il n'a pas changé une virgule, on a fait le livre, et que ce livre a été très, très bien reçu, voilà, par les lecteurs, par la presse, il était récompensé, voilà, enfin bon. Donc après, mon éditeur m'a demandé si j'avais d'autres choses, si je voulais continuer, si j'avais envie de m'accompagner. Et j'avais en effet entre-temps commencé d'autres choses, donc ça a été Une vie désaccordée, puis après il y a eu Noces de neige, et voilà. Et j'ai eu aussi la chance que ces livres soient également bien reçus, bien perçus, et ça donne un peu confiance. Et ça ne suffit pas pour écrire si on n'a rien à écrire, c'est pas parce qu'on se dit ouais, voilà, je peux faire des livres que ça va marcher. Et quand une idée se présente, il faut vraiment la saisir. Et quand elle est vraiment très très forte et qu'elle ne lâche pas, ben, il faut y aller, il faut écrire. Oui, mademoiselle. Quel passage avez-vous trouvé le plus difficile à écrire? Dans Le Dernier Gardien? Oui. Alors je vais te dire, c'est peut-être pas les personnages principaux les plus difficiles à écrire, comme Nella, comme John. Parce que ceux-là, bon, ce sont des anti-héros, mais sont quand même tes héros dans ta tête. Donc finalement, toute ton attention, toute ta concentration, tu vas les porter sur eux. C'est à eux que tu vas porter le plus d'attention et que tu vas imaginer le plus de choses, le plus de détails, de traits de caractère, d'habitudes, de vêtements, de tout ça. Le plus difficile pour moi sont les personnages secondaires. Parce qu'il ne faut pas que ça soit juste des ombres en noir et blanc qui passent. Sinon, ton livre, il est complètement déséquilibré. Tu vois, tu as 2 personnages dans la lumière, et puis tout le reste, c'est une espèce de papier peint indistinct. Donc, il faut que ces personnages secondaires, on les sente quand même, et qu'on les sente avec beaucoup moins de place et de détails que les personnages principaux. Donc, on a beaucoup moins de temps et d'espace à leur consacrer. Donc il faut que quand ils apparaissent, leur caractère ou leur physique ou leurs habitudes ou ce qu'ils font, on arrive à le capter très très vite avec peu de phrases. Et ça, je trouve ça super dur. C'est toujours beaucoup plus facile de lier quand tu consacres 200, 300, 400 pages à un personnage, tu as le temps de vivre avec. Quand c'est un personnage qui fait une apparition, je ne sais pas moi, 3 fois dans le livre, ou 1 fois, ou sur une demi-page, et bien là, pour arriver à le saisir, c'est beaucoup plus compliqué. Oui? Vous ne pensez pas que le protagoniste, c'est une sorte de Robinson Crusoe? Vous ne pensez pas que le protagoniste, c'est une sorte de Robinson Crusoe qui vit tout seul sur son île exclu? Robinson Crusoe. Pas tout à fait quand même. Parce que Robinson était quand même très seul avant l'arrivée de vendredi. Alors que ce personnage, John Mitchell, il est quand même au cœur d'un système. Il est un petit peu le pilier, le garant du fonctionnement de toute cette grande administration, cette grande boutique qui finalement va décider si un tel est digne de devenir américain ou pas. Mais ce que tu dis est quand même, c'est quand même intéressant parce que je pense que dans sa tête, il est un peu Robinson Crusoe. C'est-à-dire que je pense que c'est un personnage qui est très solitaire, que tout le monde s'agite autour de lui, qui fait en sorte que tout le monde s'agite parce qu'il faut que ça marche, il faut que ça tourne, il faut faire tourner la boutique, il faut veiller à tout, à tous. Et je pense que dans sa tête, c'est quelqu'un qui est... Voilà, il
il y a un mur de verre et que quelque part dans sa tête, il est très seul. Donc, ouais, c'est pas du tout idiot ce que tu dis en fait. C'est même assez... c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Oui, mademoiselle. Les filles sont en pole position, hein, je suis désolée, messieurs. Il va falloir... Vous avez fait combien de temps pour le dernier Combien de temps? Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent et que j'ai quelquefois un peu de mal à évaluer parce que voilà, c'est un processus qui s'étale. Je dirais qu'entre le tout début de l'histoire et le moment où le livre va sortir, il y a eu à peu près un an et demi. Alors, c'est pas un an et demi où je vais travailler 8 heures par jour sur le livre. Il y a ce temps invisible dont je parlais, ce temps de maturation du sujet qui vit dans la tête. Après, il y a le premier jet, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon histoire, je la raconte de A à Z. Il y a toute la phase aussi d'information, de documentation, de recherche, d'écouter des musiques, de regarder des vidéos, d'aller sur des sites internet, d'acheter des bouquins, de relire des auteurs qu'on en parlait. Il y a tout ça. C'est pas vraiment le travail d'écriture, mais ça le nourrit. Et puis après, une fois que le premier jet il est craché, il y a l'essentiel qui arrive, hélas. C'est des relectures, et c'est là le travail sur la langue. C'est-à-dire qu'une fois que l'histoire est racontée, on n'en est qu'au début. Après, c'est comment on la raconte, avec quels mots, avec quelle ponctuation, comment on organise les chapitres, comment on organise les voix, comment, voilà. Et ça, il y a 30 ou 40 relectures. Il y a la 40e, j'ai juste envie que ça s'arrête. Parce qu'il y a un moment où il faut lâcher le texte, et où on a l'impression qu'on l'a porté au maximum de ce qu'on est capable d'en faire, et que quand on le relit, on s'aperçoit que pour soi, on n'a plus rien à corriger. Après, il y a aussi les échanges avec l'éditeur. Quand j'envoie mon projet à mon éditeur, il y a un retour qui va me dire « Ouais, bon, voilà, c'est bon, ça me plaît, super, on va le faire et tout », puis qui va poser quelques questions, qui va dire « Tiens, est-ce que ça, tu ne penses pas que ça, il faudra un peu creuser » ou « Tu crois que ce passage est indispensable ?» Voilà, ou, là, on aimerait vraiment en savoir plus. Voilà. Donc, il va vous faire quelques petites remarques. Il y en a certaines qu'on va intégrer, il y en a d'autres qu'on va laisser. Donc, voilà, tout ça, il y a le travail de mise au point final du texte, jusqu'à ce qu'il parte en fabrication. 2, 3 relectures d'épreuves, et ensuite impression. Donc c'est tout un processus qui s'est passé sur à peu près bonne année et demie. Il y en a qui mettent 4 ans à écrire un livre, quelquefois plus, il n'y a pas de durée moyenne. Tant que ça chuchote. Oui, mademoiselle. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de donner cette fin au personnage? Ta question rejoint un petit peu celle que... Comment? Pourquoi est-ce qu'il meurt sur l'île et est-ce que c'est par rapport à Lila Non, c'est la réponse que je faisais tout à l'heure à ton camarade, que pour moi c'est vraiment une histoire qui se passe entièrement sur l'île, qui est presque aussi un personnage principal du livre, et que c'est une histoire d'enfermement sur cette île, dans sa propre histoire, dans sa mémoire, et que pour moi c'était un petit peu obligé que ça se termine aussi sur l'île. Tu vois, c'est un petit peu comme une boucle qui se boucle. C'est pas une histoire qui pouvait se terminer ailleurs. Oui, mademoiselle. Dans le dernier Gardien d'Ellis Island, vous travaillez vraiment sur la réflexion de John Mitchell. Et alors j'avais lu Nos vies désaccordées, c'était vraiment aussi la réflexion du pianiste. Donc du coup, qu'est-ce qui vous, pourquoi s'intéresser aux réflexions de l'être humain, et qu'est-ce que les références, que ce soit mythologiques, musicales ou historiques, viennent s'intégrer à cette réflexion? Bon, on a 4 heures, hein, c'est ça. Non, mais c'est une question qui pourrait être
être discuté pendant un certain temps, parce qu'en effet, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on va créer un personnage et pourquoi, à un moment, on va essayer de rentrer dans sa tête avec ses questions, avec ses failles, ses fragilités, avec tout ça. Je vais te dire qu'au départ, on n'en sait rien. Pourquoi, à un moment, on va se réveiller un matin ou pendant qu'on est là, il y a un personnage qui, à côté de vous, va commencer à grandir. Parce qu'il y a eu un élément déclencheur, comme ça peut-être cette visite par exemple, il y a un élément déclencheur qui va venir remettre beaucoup de choses au fond de nous. Sinon, on n'irait pas passer tout ce temps à écrire. On préférerait aller faire du shopping ou à la salle de sport ou au cinéma ou n'importe quoi. Et qu'il y a une espèce de nécessité qui est difficile à expliquer, mais qui fait que ce personnage, cette histoire va prendre de plus en plus de place et va demander à sortir. Alors on vit avec et on finit par lui donner vie, parce qu'il y a un moment, il faut que ça soit comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Après, les références, elles peuvent être mythologiques, historiques, parce que moi j'aime bien la mythologie, j'aime bien ce qui touche en fait au grand mythe, c'est-à-dire à tout ce qui est éternel en nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, quels sont nos points communs entre ce que vous êtes aujourd'hui et peut-être ce qu'a pu être un élève de votre âge sous les Grecs, les Romains. Il n'y a pas grand-chose, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas tout ça. Mais en même temps, je pense que les grandes émotions, elles sont les mêmes. L'amour, la peur, le désir, la haine, le rejet, l'angoisse, la joie, tout ça, c'est des émotions qui sont éternelles et qui sont universelles. Et j'aime bien que les livres nous ramènent à ce qui est vraiment, c'est ça, universel et éternel dans les sentiments. Oui. Et pourquoi avoir choisi de ne pas mettre de dialogue dans votre histoire et de faire seulement du descriptif? Ah ouais, ça c'est une bonne question, parce que les dialogues dans un roman, c'est quelque chose d'important et particulier. Alors c'est vrai que moi je fais le choix de ne pas faire de dialogue avec des tirés, s'exclama-t-il, répondit-elle, lui fit-elle d'un air étonné, affirma-t-il avec colère, tout ça, parce que j'ai horreur de ça. Parce que quand je lis, si je m'attarde à ces indications de dialogue, je bloque. Je trouve ça très artificiel. Est-ce que quand vous parlez, s'exclama-t-elle avec surprise, ça grotesque. Donc moi j'aime bien que les dialogues, que les paroles, elles soient dans le flux de la vie. Quand vous parlez, vous ne mettez pas de tirets, de guillemets, on parle, c'est dans le flux de tout ce qui se passe. Donc moi c'est vrai que je fais ce choix par rapport au dialogue, c'est quand il y en a, il n'y en a pas forcément énormément, c'est vrai, mais de les restituer en italique dans le corps du texte. Voilà. Et ça, je reconnais que ça m'est un peu particulier. Et que la question des dialogues, en plus, je trouve ça très difficile à faire dans un roman. Je ne sais pas ce que vous lisez, si vous lisez, qu'est-ce que vous aimez lire, mais je trouve que l'art du dialogue dans un livre, c'est extrêmement difficile. De faire des dialogues qui sonnent justes, qui n'ont pas l'air artificiels, avec des mots qu'on ne prononcerait pas dans la vraie vie, quoi. Là, pour moi, c'est un art extrêmement compliqué. Qu'est-ce que vous lisez comme qu'est-ce que vous aimez lire comme livre? Silence de mort. Donc, qu'est-ce que... Des BD, des mangas, des heroic fantasy, la science-fiction. Non. Non, qu'est-ce que vous lisez? Au
bosser, vous éditez un petit peu, il y a quand même des lecteurs dans le groupe aussi. Hein. Bon, ils ont beaucoup aimé le dernier gardien. Ah, mais ils sont pas obligés, hein. Mais si, non, mais je tiens à vous le dire, ils n'osent pas vous le dire Plaisante. peut-être, mais ils ont beaucoup aimé. Oui. Ah. Non, moi j'ai un peu de tout ici, en fait, ça dépend vraiment du roman, c'est s'il m'attire, je suis capable de lire, j'ai lu des mangas, j'ai lu des bandes dessinées, j'ai lu des gros pavés, voilà. Mais aussi j'avais une question, est-ce qu'il y a un de vos livres que vous avez préféré écrire? Oui, c'est vrai qu'on me demande ça aussi assez souvent. Est-ce que dans mes livres, j'ai un peu un chouchou, tout ça? C'est difficile de répondre parce que au moment où j'écris le livre, voilà, je suis vraiment dedans et c'est forcément mon préféré au moment où je l'écris. Après, sur le temps, je dirais qu'ils ont tous leur moment dans ma vie et ils ont tous leur histoire. Par exemple, les Heures silencieuses, c'est mon tout premier livre. C'était vraiment l'innocence totale par rapport à écrire un livre, publier un livre, voilà. Nos vies désaccordées, je suis très attachée, voilà, parce que c'est peut-être pour moi le plus personnel. Noces de neige, j'ai adoré raconter cette double histoire qui se boucle à la fin. Le dernier gardien, c'est toute cette émotion, tout ce questionnement par rapport à la migration, au déracinement, à la perte de la langue, de l'histoire, de l'identité. Et je trouve que c'est un sujet qui me prend énormément. Celui que j'ai sorti l'an dernier, L'ombre de minuit, pareil, je trouve que sur le plan littéraire, c'est peut-être le plus abouti. Point de vue construction, point de vue littéraire, pour moi. J'ai sorti il y a quelques mois un petit ensemble de fragments sur la voix et je suis très attachée à ce texte. Donc c'est difficile à dire. Pour moi, le seul critère, c'est que je m'aperçois que quand je suis amenée quand on me demande de faire une lecture ou de replonger dans un texte précédent, c'est que quand je le lis, je m'aperçois que je ne changerai rien. Donc ça veut dire qu'au moment où je l'ai lâché, il était pour moi au maximum, tu vois, ce que je pouvais en faire, et que même plusieurs années après, je m'aperçois que voilà, j'y touche pas. Donc c'est qu'il était vraiment juste au moment où je l'ai fait. Alors, comment vous avez travaillé sur le dernier gardien? Vous l'avez lu, vous avez fait des chapitres, vous avez fait des thèmes. Comment vous travaillez un livre? En fait, avec Rebecca, c'est une lecture qui accompagne une étude d'œuvre intégrale de Blaise Cendrars, L'Or. Wow. Voilà. Très honorée d'être en compagnie de Blaise Cendrars, qui est un écrivain absolument fabuleux. C'est pour moi un des très 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 grands. Et vous l'inscrivez en lecture cursive sur la liste du bac, c'est ça? Je trouve qu'il y a des parallèles. Oui. C'est intéressant de faire des parallèles sur le rêve américain, Ouais. et l'or, la quête, Ouais. et la vibration. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Je suis très honorée. Qu'avez-vous envie de savoir d'autre? Oui. Entre le moment où vous êtes allé à Ellis Island et le moment où vous avez écrit le livre, est-ce que vous avez gardé le même ressenti? C'est intéressant comme question. Oui, je crois que oui. Et c'est justement parce que ce ressenti était extrêmement fort que ça m'a permis d'écrire le livre. Et je crois que c'est la condition déterminante pour écrire un livre, c'est qu'il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vienne te chercher et qui ne te lâche plus. Si c'est juste une idée, ah ouais, ça c'est intéressant, ah ouais, ça serait bien de faire un livre là-dessus. Tiens, ouais, peut-être qu'un jour j'écrirai sur ce sujet.
c'est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit une émotion, un ressenti, un questionnement qui t'attrape par le bras et qui ne te lâche pas jusqu'à ce que ça soit écrit et abouti. Et je crois que c'est la force de ce ressenti qui permet de poursuivre pendant un an et demi, un travail sur ça. Oui ? Est-ce que vous pensez que vous avez bien réussi à retranscrire vos émotions dans votre livre? Alors, pour moi, oui. Ça ne veut pas dire que le livre retranscrit parfaitement bien les émotions. Voilà, ce n'est pas un jugement de valeur sur le livre. Ça vous appartient. C'est vous les lecteurs. Mais par rapport à ce que je voulais faire, pour moi, oui. Sinon, si j'avais senti que c'était pas abouti ou que c'était bancal, j'aurais pas pu le lâcher à l'éditeur. Parce que je pense qu'il doit y avoir rien de pire que de reprendre un de ses livres en se disant voilà, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Enfin voilà, d'avoir des regrets, d'avoir des remords. Donc pour moi, oui, c'était parfaitement abouti par rapport à ce que je voulais faire. Oui, mademoiselle. Est-ce que ça vous apporte personnellement d'écrire le livre? Bonne question. J'ai l'impression d'abord qu'il y a une espèce de nécessité intérieure, difficile à expliquer, qui est peut-être ma manière de m'exprimer et je ne sais pas comment dire, de m'exprimer, de m'extérioriser, de dire ce qui me tracasse, ce qui me bouleverse, ce qui m'émeut, ce qui me questionne, et puis d'accueillir tous ces personnages qui vivent dans ma tête. Et après, ça c'est tout un travail solitaire, et après, ce que je trouve assez, même encore plus extraordinaire, c'est de voir ce que c'est que la réception d'un livre, c'est-à-dire les sollicitations, les invitations, les échanges, les messages, les rencontres que ça génère, et de voir que tout ce que j'ai pu penser, ressentir, ça va trouver un écho chez des personnes. Ça, c'est assez fabuleux quand même. C'est très troublant, c'est très gratifiant, et en même temps, ça reste un grand mystère. Non, c'est une très très belle satisfaction de voir que ce qu'on a imaginé tout seul dans son coin, et bien, un jour, ça va être partagé avec des gens qui vont vous dire ben voilà, c'est exactement comme ça que je le pensais, et qui vont se trouver complètement en osmose avec ce que j'ai pu dire ou écrire. Oui, vous avez une question. Est-ce que la mort de John a un rapport avec la malédiction de Nella? Alors, bonne question. Pour moi, oui. Pour vous, pour les lecteurs, c'est comme vous le sentez. Encore une fois, comme on se demandait tout à l'heure dans la première question, pour moi, il y a aussi une part d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on peut l'interpréter en effet comme étant la boucle qui se boucle, ce qui est pour moi mon option, mais on peut aussi ne pas forcément y prendre garde et le voir simplement comme la fin, comme la fin du livre. Là, c'est à vous de voir quelle est la lecture ou l'interprétation qui vous convient le mieux. Oui. Et cet écho dont vous parlez, comme quoi les écrits font un écho auprès des lecteurs, c'est un peu la même chose qui se passe quand l'inspecteur découvre les écrits de John Mitchell. En fait, ça fait écho aussi. Oui. Oui, c'est intéressant comme question, parce qu'en effet, quand l'inspecteur va trouver le journal, il va y trouver aussi un écho par rapport à sa propre vie. Donc pour moi, on a sifflé. Tant pis, vous entendez. Oui, il va y trouver en fait un effet de miroir par rapport à sa propre vie, à ses propres préoccupations. Ouais, tout à fait.
On n'a plus de jus. Non? Il n'y a plus de courant? Non, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas très bien compris. Pas de souci. Ouais. Voilà. Voilà, ça remarche. Ah, d'accord. D'accord. Il y a l'absence d'un professeur. Ah non, mais aucun problème. Oui, non, mais c'est pas très agréable pour voir ses élèves sortir comme ça. Pardon. Oui, vous aviez une question? Vas-y. Ah oui. Est-ce que Oui. Ah oui, sur l'adaptation au cinéma. Alors sur le dernier Gardien, j'ai pas eu de proposition d'adaptation. Il y a en revanche beaucoup de traductions dans différentes langues. C'est pour Noces de neige, j'avais reçu une proposition d'adaptation au cinéma. Donc j'avais rencontré une réalisatrice et son producteur qui avaient pris une option, qui avait même confirmé l'option, elle signé un contrat, tout ça, etc. Et ils avaient fait une demande d'aide à l'écriture au CNC, Centre national du cinéma. Et puis, quelques mois après, j'ai appris que les producteurs et réalisatrices s'étaient un petit peu embrouillés. Et donc, que le truc ne se ferait pas. Mais, paradoxalement, je dirais que ça ne m'a pas du tout... ça ne m'a pas traumatisée. Déjà parce que... l'univers de la réalisatrice, bon, je regarde un petit peu voilà, ce qu'elle faisait, des différentes choses, c'était très très loin de mon univers à moi, et je voyais très bien dans le livre ce qui l'avait intéressée. Il y avait une ou deux scènes voilà, sur lesquelles elle avait, voilà, par rapport à ce qu'elle avait fait comme film, je voyais très bien sur quoi elle avait dû flasher. Bon. Donc j'étais un petit peu réservée par rapport à ce qu'elle pouvait en faire. Mais comme avec la signature d'un contrat d'adaptation, vous avez non pas un droit de regard, mais ils sont censés vous présenter un prémontage. Et si au prémontage, vous vous apercevez que non, c'est pas du tout ça, vous pouvez demander à ce que votre nom et le titre du livre soient retirés du générique. Voilà. Donc ça reste un garde-fou quand même possible. Donc avec cette condition-là, j'avais accepté le projet. Mais après, il faut savoir que c'est autre chose qui va naître. Qu'il ne faut pas en attendre l'adaptation page à page, scène par scène de son propre livre. Donc il faut être prêt à être assez détaché quand même et à accepter une autre vision, une autre interprétation. Le tout, c'est de savoir si elle est quand même cohérente et acceptable par rapport à ce qu'on a fait. Puis moi, j'ai l'impression que mon film, je me l'étais déjà fait, quoi. Donc ça ne m'apportait pas plus que ça. Ouais, j'étais assez, c'est marrant, relativement détachée par rapport à ça. Je ne sais pas comment vous dire. Oui. Qu'est-ce que vous a apporté J'entends pas ta question. Qu'est-ce que vous a apporté d'être écrivain? Ce que ça m'a apporté d'être écrivain? Oui, c'est un petit peu ce que je disais. C'est d'abord, il y a cette nécessité, finalement, que tu expliques pas, mais qui fait que, voilà, il faut que tu écrives. Parce que c'est là. Et puis après, il y a cet échange, ce partage avec des lecteurs. Ouais, c'est ça, c'est ce travail solitaire, mais qui est indispensable. Puis après, toute cette phase au contraire, d'ouverture et d'échange qui est assez étonnante. Oui.
C'est pas un petit peu compliqué pour un auteur de faire mourir un personnage dans un livre? Est-ce que c'est compliqué de faire mourir un personnage? Je dirais que tout dépend de l'histoire, tout dépend du personnage. Oui et non. Tu vois, pour John Mitchell, paradoxalement, non, parce que pour moi, c'était programmé. Voilà. C'était, comme je l'ai dit, c'est cette boucle qui se boucle, cette malédiction qui s'accomplit, ce personnage tragique qui ne va pas pouvoir sortir de son histoire. Donc pour moi, il était un peu, dès le début, un peu programmé de cette manière-là. Quelquefois, oui, ça doit sûrement être plus difficile quand c'est un personnage vraiment attachant et qu'on trouve surtout que sa mort est une injustice. Oui, forcément, c'est plus difficile. Puis comme il y a un petit peu de soi dans tous les personnages, forcément. Ouais. Oui. Quelle valeur recherchez-vous à faire passer à Alors là, c'est aussi une grande question. Sincèrement, je ne prétends pas avoir de message ou de valeur à faire passer. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un roman à message. Un roman avec une morale, je trouve que c'est antilittéraire. Voilà. Si on veut faire ça, on fait un essai ou on fait un livre de philo ou de... Voilà. En revanche, si à travers l'histoire et à travers les personnages, ça t'amène à réfléchir sur certains sujets, à te poser certaines questions, à te dire, bah oui, c'est plutôt comme ça que je vois la vie, ou comme ça, que ça conforte des intuitions, que ça apporte des réponses à des choses que tu te poses, là, je dis, bah, tant mieux. Mais a priori, je n'ai pas trop l'idée de dire, voilà, moi je crois en ceci, cela, et mes personnages vont être mes interprètes pour faire passer ma vision du monde, philosophique, politique, religieuse, sexuelle, tout ce que tu veux, tu vois. Je trouve que ça plombe le livre au départ, s'il y a vraiment une grosse intention de message avec les gros sabots, moi ça me gêne beaucoup. Oui. Est-ce que pour la vie des personnages, vous êtes inspiré des témoignages ou d'événements qui ont vraiment existé? Pour ce livre, oui. Alors, tous les personnages du livre sont vraiment fictifs. En revanche, j'ai lu forcément dans toutes mes recherches différents témoignages, notamment dans le livre de Georges Perec, qui a fait un travail très intéressant sur Ellis Island, qui a fait un film. Mais paradoxalement, je ne me suis pas inspirée de ces témoignages. Bon, ça m'a nourri de manière générale, mais les personnages que j'ai créés le sont vraiment à part entière. Ils ne peuvent pas se rattacher à un témoignage précis que j'ai lu longtemps. Oui. Si vous pouviez rencontrer un de vos personnages d'Ellis Island dans la vraie vie, lequel vous voudriez rencontrer? Oh là, j'ai jamais pensé à ça. J'aimerais bien rencontrer l'écrivain hongrois. Ouais. Et puis, oh là là, puis tous en fait. Ouais, j'aimerais bien. Oui. Est-ce que si vous rencontriez John Mitchell dans la vraie vie, vous l'appréciez? Et tu sais, c'est un personnage complexe. Je pense que c'est quelqu'un un petit peu comme nous tous. Hein. C'est un anti-héros qui n'était pas destiné à avoir une vie extraordinaire et exceptionnelle et qui se trouve face à l'histoire et qui va réagir un peu comme il peut. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui doit être assez difficile à aborder au premier abord, qui doit être assez froid, assez distant, et qu'il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Et que si on arrive un peu à briser la glace, à contourner la façade et à rentrer dans le personnage, je
je pense qu'il est assez attachant, voilà. Malgré tout. Je regarde l'heure, je ne sais pas comment... Oui. Est-ce que vous pensez que pour un personnage de roman, pour exister, il doit forcément réussir dans ses buts? Est-ce qu'un personnage de roman doit réussir dans la vie? Pour exister. Pour exister dans le livre? Ah ben non, pas du tout. Non. En fait, il n'y a pas de règle. Je dirais que même quelquefois, pour la littérature, c'est toujours plus facile d'avoir des personnages qui sont un petit peu des anti-héros, qui ont des échecs, qui se posent des questions, qui se remettent en cause, qui changent de vie. Je dirais que c'est même un petit peu tout ça qui fait le matériau littéraire. Quand c'est un personnage très lisse, voilà, qui est né dans une bonne famille, qui a fait des super bonnes études, qui a un super bon boulot, qui a un super mari ou une super femme, des super enfants, qui joue au golf le dimanche, que tout va bien, ben, ça manque un petit peu de chair et d'intérêt pour faire un roman. Ce qu'on cherche toujours, c'est un petit peu à gratter la façade. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Pas il me semble. C'est au souris parce que c'est un sujet de dissertation. Ah ouais? C'est un sujet de dissertation? Ah oui, c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce que vous avez dit? Justement, et voilà, je pose la question. En général, la littérature, sauf si c'est un livre qui est fait vraiment pour mettre de bonne humeur, pour être vite lu, pour être distrayant et vous raconter une jolie petite histoire. Si c'est pas complètement ça, la littérature, elle cherche quand même un petit peu à questionner, à interroger nos vies. Donc si on interroge nos vies, c'est que forcément c'est un peu compliqué. Et que c'est dans la complexité, dans les choix, dans les erreurs, dans les blessures qu'on peut avoir, que les personnages vont se révéler, vont exister, puis peut-être que c'est aussi comme ça qu'ils vont nous toucher. Alors que si tout va bien pour eux, merci, très bien, et ben ok, voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Oui. Pour écrire l'histoire de John Mitchell, vous avez-vous inspiré de votre propre vécu? Alors, on va dire oui et non. Non, parce que c'est pas mon histoire personnelle, ni complètement celle de ma famille, ce passage-là. Mais je dirais qu'il y a énormément de choses personnelles qui sont disséminées dans le livre et qui ont permis d'alimenter l'histoire. Mais de manière purement par rapport au fil narratif, non, c'est une fiction. On a fait le tour de la question. Moi, c'est pas une question, mais je viens de terminer dans votre livre. Et ce que je trouve assez fabuleux, c'est que justement vous avez d'une manière très pudique un respect envers la vie de tous ces gens-là. Et malgré ce viol entre guillemets qui a lieu, les personnes ne sont pas violées du tout. Et ça reste sobre, ça reste... voilà, vous avez vraiment évité le mélo de toutes ces vies, de tous ces drames qui se passaient à Simon. Merci, c'est un très beau compliment. Oui, la difficulté, c'est d'arriver à faire passer les émotions, même les choses difficiles, les questionnements, sans plonger dans le pathos, dans le mélo, dans le truc facile, parce que je déteste ça. Et je trouve que les choses ont beaucoup plus de force quand elles ont un petit peu de tenue. Oui, ça a même, je trouve, encore plus
de force, mais après, c'est des, comment dire, c'est des choix littéraires. Hein. Chaque auteur écrit, j'allais dire comme il veut, non hélas, comme il peut, et on écrit comme on est, comme on sent les choses, et c'est tout. Oui. Dans votre livre, Les Derniers Gardiens d'Ellis Island, il y a, on n'a jamais le prénom du gardien, on peut le voir que sur la 4e de couverture, et vous mettez que quelquefois son nom de famille. Pourquoi justement laisser cette part d'ombre sur ce personnage? Alors, en fait, le livre est raconté sous forme de journal. Donc le journal, c'est la forme je. Donc c'est lui qui parle. Donc il ne va pas se nommer. Je ne sais pas quel est ton prénom. Clélia. Clélia, voilà. Si tu tiens un journal, tu racontes une histoire à la première personne, tu vas dire je, on va savoir que c'est Clélia. Et tu ne vas pas à un moment parler de toi à la 3e personne. Donc c'est lié à la forme narrative. Et est-ce que c'est pour ça du coup que vous avez choisi cette forme narrative justement pour le laisser Non, parce que c'est ça qui s'est imposé. Tu sais, quand tu as l'idée de l'histoire, elle peut s'écrire de 100 manières différentes. Tous les personnages pourraient raconter l'histoire. Tu pourrais aussi la raconter avec un narrateur extérieur, il, elle, etc. Tout est possible. Le livre n'existe pas que dans ta tête. Et simplement, il y a un moment où tu vas te dire, c'est comme ça qu'il va se raconter, parce que ça te semble la forme la plus évidente, la plus adaptée. Et là, je trouve que la forme du journal, pour cet homme qui est resté seul, en fait, sur cette île, qui n'a personne à qui parler, que la forme un petit peu du journal, de la confession, me semblait assez adaptée à ce récit. Voilà, si tout on a épuisé le sujet, les élèves et l'auteur. Peut-être une dernière question pour Claude. Si on n'a pas, j'en ai une. Et bien voilà. Je voudrais savoir quels sont les auteurs qui vous ont marqué. Ah oui. Là aussi, on a encore 4 heures. Formidable. Il y en a plein. Cassandra, oui. J'aime beaucoup la poésie. Donc c'est vrai que Apollinaire, Rimbaud, Cassandra, René Char, ça permet de dire des choses très fortes, avec très peu de mots. Je suis assez fascinée par cette forme d'expression. Et puis, tous les classiques de la littérature française. Par exemple, La Chute de Camus, c'est un livre que je trouve absolument fascinant. Et puis j'adore la littérature étrangère, la littérature, les Austro-Hongrois, les Stefan Zweig, les Arthur Schnitzler, les Joseph Roth. Je trouve qu'ils ont un sens de la psychologie absolument hallucinant et un sens de la trame historique. Puis j'aime beaucoup la littérature américaine parce qu'ils savent très bien aussi à la fois explorer la personne, mais donner ça dans un contexte très géographique, très, très vaste, cette idée de territoire américain. Je trouve ça, et ça, on n'a pas ça dans notre littérature. Donc, ouais, de toute façon, avant d'être un auteur, je suis d'abord une lectrice. Vous pourriez nous parler de Rimbaud? De Rimbaud, il y a une phrase qui, je crois, a été un peu ma phrase fétiche d'entrer en littérature et en poésie. De mémoire, je crois que c'est dans Les Illuminations. Ça dit j'ai tendu des cordes de fenêtre à fenêtre, des guirlandes de clocher à clocher, des fils d'or d'étoile à étoile, et je danse. Pour moi, c'est la perfection littéraire absolue. C'est un très beau mot de
Merci à vous. Oui, peut-être pas beaucoup. Vous remettez les chaises, s'il vous plaît. Et Nicolas, prends des chaises. Pas tant que ça en fait. Comment? Bah oui, hein. En tout cas, vraiment pour les sorties. Julien m'a devancé sur 2-3 trucs. Non mais il fallait me rester. C'est pas grave. Tu mettais devant, au milieu, ce soir. C'est moi. J'ai une tête, ça va. Cette année ou déjà l'année dernière? Non, pas l'année dernière. Oui, c'est ça, il semblait pas que d'avoir vu la seule. Moi, je suis ta femme, non? Je vais voir à la femme. C'est un bien. C'est bien, pas du tout rangé. Et puis, il y a alors voilà, et puis Madame Nette, oui, je l'attends avec ça pour venir dans mon cours de solfège pour jouer le Ravel. C'est pareil, Ça, il faut que tu vois. Bah oui, à chaque fois, je vais le voir. Prends le deuxième PC. Je vais. Elle est où là? Ah bah t'es là. Bah oui. Les élèves qui se sont inscrits à l'atelier Erasmus sont attendus immédiatement au CDI par Monsieur Samuel. Je répète, les élèves qui se sont inscrits à l'atelier Erasmus sont attendus immédiatement au CDI. Merci. Ah bah ça reste avec toi. Je vais chercher.
on a besoin J'ai 16 ans. Et bon, c'est bien entendu, les ennemis, bien sûr, parce qu'ils ont eu du mal avec leur